Merci, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, j'avais déjà eu l'occasion de faire un autre webinaire sur la validation des acquis d'expérience. Et là, j'avais proposé aussi ce webinaire sur le bilan de compétences, qui est encore une autre démarche. Mais tout ça a le même objectif, hein, c'est comme disait Rachel, c'est de préparer votre alia et puis de faire un petit atterrissage en douceur. Et donc, ce bilan de compétences peut y contribuer. Pourquoi? Parce que moi, je pense que s'expatrier, hein, et beaucoup le disent, hein, c'est pas simplement déménager, changer d'air, et changer d'environnement et de culture. Hein, il faut qu'à côté, il y ait en même temps un véritable projet, à la fois un projet professionnel et j'irai même plus loin en disant un vrai projet de vie. Et je vous expliquerai pourquoi et comment. Donc, ce bilan de compétences, c'est dans ce cadre-là qu'il va s'inscrire. Euh, alors, je vais aussi me présenter parce que vous vous êtes présenté, donc je vais le faire aussi assez rapidement. Donc moi, aujourd'hui, depuis 2021, j'ai créé ma structure de conseil. Donc je suis consultant RH, j'enseigne les ressources humaines et le management. Je suis coach, j'accompagne sur des bilans de compétences et sur de la VAE. Et pour tout cela, eh bien, je suis certifié sur de la PNL, programmation neurolinguistique, le MBTI, ProcessCom, qui sont des questionnaires de personnalité et dont on parlera tout à l'heure. Et puis le CODEV, le co-développement, qui est une pratique de formation managériale entre pairs, on va dire. Alors, comment j'en suis arrivé là? En quelques mots, j'ai commencé moi à Europe Assistance, que vous connaissez peut-être, quand j'étais encore étudiant, il y a donc plus de 35 ans. Ensuite, je me suis reconverti, moi. Alors, j'ai pas fait de bilan de compétences, mais je me suis reconverti en ressources humaines. J'avais presque 30 ans. J'ai intégré un cabinet de conseil en recrutement. J'ai fait de la chasse dans les milieux bancaires, financiers et assurances. Et puis ensuite, j'ai été recruté par le groupe France Télévisions où j'ai eu plusieurs postes, hein, opérationnels et de direction, puisque le dernier que j'ai occupé, c'était directeur du développement des ressources humaines pour le groupe France Télévisions jusqu'en 2020-2021. Après cela, j'ai eu besoin d'aller me mettre au vert et donc j'ai quitté France Télévisions, j'ai quitté Paris, je me suis installé en Normandie dans une petite ferme au bord de la mer. Je vous invite à venir, c'est magnifique. Et puis, j'ai fait aussi mon alia en même temps. Donc, voilà, j'ai tout fait en 2020-2021, le grand changement. Et donc, je me partage par contre, moi, entre Tel Aviv et la Normandie. Voilà, et j'ai eu l'occasion d'accompagner des personnes qui étaient en expatriation et notamment vers Israël. Et je vous dirai en quoi c'était pertinent. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est tout de suite d'aller voir quel est l'intérêt du bilan de compétences avant de faire son alia. Ça peut être au moment où on le fait, mais plus tôt on le fait, mieux c'est. Ensuite, on verra quand même le cadre légal et la méthodologie, parce qu'en fait, le bilan de compétences est très structuré en France. Et puis, je vous montrerai aussi un déroulé type d'un accompagnement avec mes différents outils pour que vous puissiez toucher un peu du doigt ce qu'est concrètement le bilan de compétences. Pour les questions, vous pourrez les poser dans le chat ou à la fin. Voilà, je répondrai bien sûr à toutes vos questions. Alors, l'intérêt du bilan de compétences, on sait très bien que quand on va s'expatrier, il y a plusieurs choses hein, qui vont venir nous perturber, et notamment notre identité professionnelle et personnelle, parce qu'on va évoluer dans un environnement qui est totalement différent, même si on le connaît déjà un petit peu, même si on a de la famille. Il n'en demeure pas moins que quand on est présent dans un autre environnement, eh bien, tout cela va venir nous percuter. Et le risque, ce serait de partir sans avoir une vision quand même assez claire de ce qu'on peut faire, de ce qu'on voudrait faire, de ce qu'on pourrait faire. D'accord? Et j'insiste beaucoup sur cette notion de ce que je pourrais faire. D'où cette idée de bilan de compétences. Donc, si je le fais, plutôt je vais le mettre en place. Ça va me permettre d'avoir vraiment un projet structuré, c'est-à-dire que ce projet d'ALIA et d'expatriation va vraiment s'inscrire dans un projet professionnel qui va être le plus cohérent et le plus réfléchi possible. Ça va me permettre aussi d'anticiper tous les défis auxquels je vais devoir faire face une fois que je serai sur place, voire même je pourrais les anticiper. L'idée,
c'est de faire au mieux ce lien entre ce que je peux appeler le moi professionnel en France et le futur moi professionnel en Israël. Et le bilan de compétences va permettre de créer les passerelles entre ces deux mois, le moi en France et le moi en Israël. Les bénéfices qu'on peut en tirer de ces bilans de compétences. Un, je vais forcément clarifier mon profil professionnel. C'est-à-dire, je vais faire un reporting, en gros, de tout ce que je sais faire, de ce que j'aime faire et de qui je suis. Donc, je clarifie tout mon profil. Ensuite, comme je vais devoir me projeter dans un autre espace, je vais devoir adapter mon projet, mes idées, mes envies, mes rêves, mes passions, les adapter à cette réalité. La réalité de qui je suis et la réalité de ce que je vais retrouver, je vais trouver sur place. Ça, c'est le deuxième bénéfice. Troisième bénéfice, je vais gagner du temps, puisque plus je vais me préparer en amont, je vais avoir une feuille de route qui va m'être beaucoup plus simple à mettre en place une fois que je serai sur place. Donc, je vais gagner du temps. Et puis, je vais valoriser ma démarche parce que lorsque je vais devoir rencontrer des professionnels, je vais les rencontrer avec un discours construit. Ce ne sera pas, bah, je viens vous voir parce que je voudrais avoir des informations, peut-être bien que oui, bah, je ne sais pas, j'ai pas pensé. Non, je vais voir des professionnels, je me comporte comme un professionnel et je suis déjà dans une démarche de professionnel. Et ça va être bien perçu. Voilà les quatre bénéfices essentiels, il y en a d'autres, mais essentiels que j'ai pu identifier. Dans la clarification du profil, je vais bien faire une analyse de toutes mes compétences et on va voir comment, parce que c'est le principe du bilan de compétences, mais je vais aussi travailler sur mes valeurs. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux plus? Qu'est-ce qui m'identifie? Qu'est-ce qui ne me ressemble pas? Et ça va être important aussi de s'engager dans une démarche qui est conforme aussi à ses valeurs. Et puis, ça va me permettre vraiment d'avoir un vrai positionnement stratégique une fois que j'ai clarifié le qui je suis, quelles sont mes valeurs, quelles sont mes compétences. À partir de là, je peux commencer à me positionner sur cette idée de gagner du temps, ce bénéfice de gagner du temps. Vous l'avez bien compris, je vais travailler avant mon départ en faisant ce bilan. Je vais travailler bien sûr sur un plan d'action que je vais mettre en place à mon arrivée. Et de ce fait, je donne plus de chances à mon intégration et à la réussite de mon intégration. Ça va me permettre quoi? Ça va permettre de limiter la période de flottement, d'incertitude, d'interrogation qui peut venir remettre en question ce projet, voire même cette réalisation d'Alia. Et ça, c'est vraiment un élément qu'il faut soulever, dont il faut être vraiment conscient. C'est plus cette période d'incertitude et de flottement va être importante, et bien plus je vais remettre en question moi-même mon projet d'Alia, et même une fois que je suis sur place. Pourquoi? Parce que je dis tout simplement, si je ne referme pas tranquillement les portes derrière moi, je ne peux pas en ouvrir d'autres. Hein, le bilan de compétences, même psychologiquement, il va aider à ça. Je vais refermer tranquillement des portes derrière moi et ensuite je vais en ouvrir d'autres et je vais prendre avec moi les bagages que je veux prendre avec moi. C'est un peu ça l'idée, la métaphore de la porte fermée, la porte ouverte. Ok, c'est ça l'idée. Bien sûr, je vais gagner énormément de confiance, hein. C'est ça le principe aussi. C'est ce que j'appelle le cercle vertueux de la confiance. Bien comment d'abord par l'identité professionnelle, vous avez bien compris, par le bilan de compétences qui va me permettre de renforcer et de clarifier mon identité professionnelle. Ensuite, je vais travailler aussi sur mon équilibre personnel et on le verra tout à l'heure, puisque ce n'est pas qu'un projet professionnel, un bilan de compétences, c'est aussi un projet personnel et un projet de vie. Quand je suis à l'équilibre entre mon identité professionnelle et personnelle, alors je gagne en assurance. Je suis beaucoup plus fort, hein, je gagne en assurance intérieure et cela me permet de m'engager de façon claire et précise dans un projet, dans une direction, de façon assumée et assurée. Et c'est bien ça qui me donne de la confiance, hein. Donc on dit bien la confiance,
elle se construit, elle ne se décrète pas. Voilà comment elle se construit. Voilà les étapes de la construction de la confiance. Et c'est déterminant. Et le bilan de compétences y contribue pleinement. Quand je parlais tout à l'heure de l'équilibre vie professionnelle et vie pro, oui, dans le bilan de compétences, on va aussi... Alors attendez, je ne vois pas mes slides, mais c'est pas grave. Euh, attendez, hop, je reviens en arrière. Dans le bilan de compétences, on va aussi travailler sur ce que j'appelle l'écologie de votre environnement, l'écologie de vos projets, l'écologie de votre démarche. Alors, rien à voir avec l'écologie verte, la planète, tout ça, hein. L'écologie de mon système, en gros, c'est de se poser la question, est-ce que les choix que je fais sont bons pour moi? Est-ce que les choix que je fais sont bons pour mon environnement proche? Et en posant cette question-là, je vais identifier les grains de sable, les petits points de désaccord, de friction qui pourraient remettre éventuellement en question mon projet si je ne les soulève pas et si je ne les traite pas. L'idée, c'est de traiter tous les problèmes, les petits problèmes que j'identifie ou que je ressens et qui pourraient venir perturber mon système, mon écosystème. D'où cette terminologie de écologie de mon système. Donc, ce qui est bon pour moi doit être bon aussi pour mon environnement. Si ce n'est pas le cas, alors comment je fais face? Quelles mesures je mets en place pour faire face à ces éléments qui pourraient perturber mon projet? Voilà, et ça c'est important parce que même quand on part seul, hein, j'ai aussi mon système personnel lorsque je pars seul, et donc il faut que l'ensemble de mes projets, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut que les projets ensuite soient réalistes et réalisables, hein, c'est un peu cette idée-là, mais si on va plus loin, on parle d'écologie des projets, écologie de mon environnement. Et ça, c'est un élément important aussi que l'on voit dans le bilan de compétences. Voilà pour la première partie sur les bénéfices, hein. Le bénéfice, c'est je pars en sachant qui je suis et je sais où je vais et comment j'y vais. Le cadre légal, hein, puisqu'en France, beaucoup de choses sont encadrées par le droit et notamment le bilan de compétences. Alors, le bilan de compétences, vous l'aurez compris, hein, c'est un accompagnement pragmatique, individuel et personnalisé qui permet quoi? De faire le point sur l'ensemble de ses compétences professionnelles, mais aussi extra-professionnelles, que l'on peut aussi investiguer. On va travailler sur qui je suis, quelles sont mes compétences et quelles sont mes motivations. Et c'est grâce à ça, ces trois dimensions-là, qui je suis, mes compétences et mes motivations, qu'on va pouvoir travailler ensuite sur des projets d'évolution. C'est ça la structure du bilan de compétences. Légalement, on dit qu'il y a trois phases, une phase préliminaire, une phase d'investigation et une phase de conclusion. Le gros travail se fait dans la phase d'investigation. Ce que je viens de vous dire se fait essentiellement dans cette phase d'investigation, sachant que la phase préliminaire, c'est surtout pour savoir quelles sont vos attentes, vos besoins et comment on va s'organiser. Ici, on va vraiment travailler le fond de votre bilan. Et ensuite, dans cette phase de conclusion, c'est surtout quels sont les moyens que vous allez mettre en œuvre pour réaliser votre projet et comment vous allez le réaliser. Le format de l'accompagnement, c'est flexible, ça peut être du présentiel, mais bien sûr beaucoup en visio, hein. Aujourd'hui, je ne fais que de la visio, même lorsque les gens habitent en Normandie, c'est ainsi. C'est légalement donc 8 séances. Donc 8 séances de 3 heures, ce qui nous donne 24 heures maximum pour un bilan de compétences. Ensuite, ça peut être 10 séances sur 2 heures. Généralement, on se voit toutes les 2, 3 semaines, mais ça peut être toutes les 2, 3 semaines et ensuite tous les mois. Enfin, on s'organise un peu comme on veut. Ce qui compte, c'est qu'à la fin, on ait bien les 24 heures. Ce qui est important aussi, c'est de savoir qu'il y a du travail à faire entre chacune des séances. D'accord? Alors, un peu moins que dans le cadre de la VAE pour ceux qui ont suivi le webinaire sur la VAE, mais il y a quand même pas mal de travail. Il y a un gros travail d'introspection et c'est pas facile toujours de faire ce travail d'introspection.
Donc voilà pour le format. Des engagements réciproques, le consultant et le bénéficiaire, l'implication et de l'assiduité. Voilà, il faut être réglo, il faut respecter les horaires, il faut faire son travail entre les séances, sinon on n'avance pas. S'il n'y a pas de travail, on ne peut pas avancer sincèrement. Et il faut de l'implication. L'implication parce que ça va vous demander du temps, de l'introspection, de la réflexion, de la recherche, des contacts, etc., etc. Et on verra comment. Euh, la responsabilité du bénéficiaire, et ça c'est important dans le bilan de compétences, c'est que c'est le bénéficiaire, c'est-à-dire vous, qui êtes responsable de toutes vos décisions. Hein, le consultant, il est là pour vous questionner sur les différentes options et pour mettre en lumière éventuellement les cohérences et les incohérences. OK? Mais c'est le bénéficiaire qui fait ses choix. C'est une démarche bien sûr volontaire de la part du bénéficiaire. Le consultant, lui, il a une obligation de moyens, d'accord? Il vous informe sur l'ensemble des outils qu'il va utiliser, puisque ça fait partie de la réglementation, et il met en place son bilan de compétences dans le cadre du code du travail avec les différentes étapes que je vous ai indiquées tout à l'heure. La déontologie, c'est un élément crucial dans le bilan de compétences. Ça, c'est inscrit dans le code du travail également. Donc, on doit respecter des règles de déontologie, une charte de déontologie qui est signée, etc. Confidentialité de tous les échanges, ça aussi c'est très important. On respecte les choix des personnes. On dit quels sont les outils que l'on va utiliser. On doit être formé aux outils et on doit être certifié sur les différents outils que l'on va utiliser. Ça, c'est extrêmement important. Voilà pour le cadre déontologique, méthodologique et réglementaire. Il n'y a rien de plus à savoir, hein. C'est quand même assez simple à mettre en place. Là, ce qui va être intéressant, c'est surtout de voir comment moi, j'accompagne, avec quel type d'outils je travaille. Mais en général, l'ensemble des consultants en bilan de compétences, ils vont respecter cette démarche. Alors, moi, je travaille avec une méthode qui s'appelle le F3P. Voilà, ça c'est Ferrin, c'est celui qui a inventé le F3P, qui, elle, repose sur ce qu'on appelle l'intelligence projective. Alors, n'ayez pas peur, hein. L'intelligence projective, c'est tout simplement la capacité que nous avons tous à nous inscrire dans un projet collectif et la capacité de ce collectif à prendre en considération mon projet. D'accord? Donc, c'est une sorte de symbiose entre ce que je projette dans un collectif de travail et voir si ce collectif de travail, en fait, il est en capacité d'intégrer mon projet. Hein, c'est ça ce qu'on appelle l'intelligence projective, c'est ma capacité à me projeter dans un projet réaliste et réalisable, et ça, on est tous capables de le faire. Alors, cette méthode, elle est basée sur trois étapes. On fait d'abord un diagnostic, le qui suis-je? Ensuite, on se met en projection, quels sont mes souhaits, quels sont mes projets, quelles sont mes envies, quels sont mes rêves. Et ensuite, on est dans la réalisation, quels sont mes buts, comment je mets en place. OK? Donc, diagnostic, projection, réalisation, ce sont les trois piliers de la démarche du F3P, intelligence projective. Alors, le F3P, c'est ce qu'on appelle, nous ici, la stratégie de la carte, ici, la carte, et de la route. Donc, le principe, c'est, je suis sur ma route, et c'est là que je vais faire mon bilan de mon passé. Ici, ma phase de diagnostic, le qui suis-je, mes aptitudes, mes compétences et mes motivations. Ça me permet d'arriver vers une carte, hein, avec toutes mes aptitudes, mes compétences et mes motivations. À partir de là, quels sont mes souhaits d'orientation? Quel type de projection? Et je vais, dans la mesure du possible, identifier trois routes possibles qui vont m'emmener vers trois cartes, trois environnements différents. L'objectif du bilan de compétences, ça sera ensuite d'aller explorer chacune de ces cartes et chacune de ces routes. Et en explorant, peut-être que je vais me dire, bah non, je referme la porte, ça ne me convient pas finalement. OK?
le bénéfice n'est pas assez intéressant, donc, ou c'est trop compliqué. Donc, je préfère, même si j'en rêvais, je préfère une autre option. OK? Donc, on va explorer toutes ces cartes-là ensuite pour définir une vraie route. Et c'est là, quand j'aurai défini cette route, que je me dirai comment je le mets en œuvre. Hein. C'est ça le principe de la route et de la carte. Alors, quand je vais explorer ici la phase de diagnostic, hein, je suis sur ma route, diagnostic, je vais interroger les aptitudes, les compétences, les motivations. Les aptitudes, c'est qui je suis sur le plan de ma personnalité. Compétences, tout ce que j'ai fait par le passé et ce qui m'anime pour la motivation. Et ensuite, je vais travailler sur l'instant T+1, projection et réalisation. Là, on va travailler sur ce qu'on appelle le territoire, le travailler ensemble, W parce que c'est working together et stratégie. OK? Dans cette phase-là, on dit qu'on est sur un travail égocentré. Hein, je travaille sur moi, mon passé. Et ici, je suis sur un travail, une phase allocentrée, c'est-à-dire je vais investir, investiguer ce qui m'entoure. OK? Donc les territoires, les travailler ensemble, les stratégies, on va voir ça. Donc euh, sur la phase égocentrée, donc je travaille sur mes aptitudes, sur mes compétences et sur mes motivations. C'est un travail nécessaire parce que c'est le socle hein, de votre projection. Si on ne fait pas ce travail-là, on n'est pas capable de se projeter de façon cohérente, lucide, sur des projets qui, eux aussi, devront être cohérents et le faire de façon lucide. Donc, il faut d'abord faire ce travail. Je ne peux pas me projeter si je ne sais pas d'abord qui je suis, d'où je viens et ce qui m'anime. Hein, ça, ce n'est pas possible. Ensuite, comment je vais faire pour savoir qui je suis? Moi, je travaille avec ce questionnaire de personnalité qui est le MBTI. Peut-être que certains le connaissent et peut-être que certains l'ont déjà passé. Et donc, c'est ce qui va me permettre de définir mes aptitudes, c'est-à-dire le qui je suis sur le plan personnel, mais aussi professionnel. Comment je réagis en société, qu'est-ce qui me plaît en société, comment je prends des décisions. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais vous le montrer. C'est basé sur les travaux de Carl Jung. Euh, Bien sûr, je suis certifié, hein, MBTI, et donc ça me permet de me dire qui je suis en matière de ce qu'on appelle l'énergie, c'est-à-dire comment je me motive, hein, est-ce que je suis plutôt dans l'introversion ou dans l'extraversion, comment je vois le monde qui m'entoure, est-ce que je le fais de façon sensitive ou intuitive, donc je le vois le monde de façon concrète ou je le vois de façon globale. Comment je prends mes décisions? Est-ce que je prends plutôt mes décisions avec le cœur hein, et ensuite avec la tête? C'est ce qu'on dit plutôt avec le feeling? Ou est-ce que je prends plutôt des décisions de façon très très raisonnée d'abord? Et puis comment je me mets en action? Est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui m'adapte ou est-ce que quelqu'un qui a besoin de beaucoup m'organiser? Ça, c'est juste une petite synthèse pour vous donner le goût à la bouche. Bien sûr, on va en profondeur. Hein. À chaque fois qu'on passe son MBTI, on a un résultat détaillé. Ensuite, on va décortiquer l'ensemble de ces éléments. Donc ça, c'est pour déterminer mon aptitude. Mais donc de aptitude, donc le A de ACM. Donc qui je suis. Ensuite, on va travailler sur le C, les compétences. On va travailler sur ce qu'on appelle les hard skills, les compétences techniques et les soft skills. Comment on va le faire? Eh ben, en répertoriant toutes les activités que vous avez eues par le passé et on va aller rechercher les compétences qui sont issues de toutes vos activités. Ça peut être des activités professionnelles, mais aussi des activités personnelles. Ensuite, la motivation, on peut travailler avec plein d'outils, mais notamment sur l'ikigai. Et on va aller identifier ce que j'aime, c'est-à-dire mes passions, ce que je sais bien faire, donc plutôt ma profession, mon métier, hein, techniquement. Ensuite, ce dont le monde a besoin, ce dont les autres ont besoin, qu'est-ce qui pourrait être utile aux autres. Ça serait ma vocation, ici, la vocation. Et ensuite, très concrètement, ma mission, ça serait quoi ma mission? C'est ce sur quoi je peux être payé, hein, rémunéré. D'accord? Donc, vous voyez, on part de ce que j'aime à ce qui me permettrait quand même de vivre. Hein. Mais ce cheminement, encore une fois, il est nécessaire. Ça ne veut pas dire que j'abandonne mes rêves et mes passions, ça veut dire simplement que je suis lucide, pragmatique, et je pars d'un rêve vers quelque chose qui va être beaucoup plus pragmatique. Ça, voilà, on peut travailler là-dessus. Ensuite, on va travailler sur ce que je vous ai dit,
tout à l'heure les trois hypothèses possibles. On va le faire essentiellement parce qu'on a fait le diagnostic. Ensuite, on va faire un brainstorming des différentes possibilités. Et ensuite, on va sélectionner trois pistes maximum. Et ensuite, peut-être qu'il y aura une qu'il faudra explorer davantage que les autres. Dans cette partie-là, on dit on va aller regarder le territoire, le travailler ensemble et la stratégie. Ça veut dire quoi? Tout simplement, eh ben, le territoire, c'est quel poste, quel secteur d'activité, quel fonctionnement, quel mode de travail. Le travailler ensemble, c'est quel type d'organisation professionnelle? Plutôt indépendant, plutôt salarié, plutôt dans une grande entreprise, plutôt dans une petite? Quel type de structure, quel mode de collaboration? Et ça, en fait, ça va être très personnel. Ça va être lié énormément à notre personnalité et à ce qui vous motive. Peut-être que jusqu'à présent, vous travaillez dans une grande entreprise et puis finalement, aujourd'hui, vous dites, ben, on fait le bilan, ben, non, ces grosses structures, ça ne me va plus, hein. Donc, c'est bien cette étape de bilan, de diagnostic qui vous permet ensuite de faire ce type de choix. Et la stratégie, ça va être quel est l'environnement concurrentiel de cette entreprise, les perspectives de développement, son positionnement sur le marché. Est-ce que c'est plutôt une start-up? Est-ce que c'est déjà une entreprise qui est en croissance? Est-ce que c'est une structure uniquement israélienne ou est-ce que c'est une structure internationale? Vous voyez, la stratégie de l'entreprise, elle a aussi des liens avec vos motivations, votre personnalité et vos compétences. La clé, hein, et ça c'est déterminant, la clé du choix que vous, enfin, comment dirais-je, le choix que vous pouvez faire en matière de projet, vous le ferez parce que vous aurez questionné les deux, trois projets que vous aurez identifiés. Comment vous allez questionner ces projets-là? En rencontrant des professionnels du secteur, du métier, de l'environnement. Et ça, c'est déterminant. Et ça va demander du travail. Donc, on va travailler sur comment je rentre en contact avec eux, comment je me prépare, quel type de questions je peux leur poser. D'accord? Ça, il y a toute une démarche aussi à mettre en place pour questionner de façon professionnelle d'autres professionnels. Cette démarche est importante parce qu'elle va vous permettre de voir, de sentir, de palper la réalité du métier, du poste, de l'environnement professionnel, du pays. Et ça, c'est vraiment, vous êtes déjà dedans d'une certaine façon. L'autre avantage, c'est que ça vous permettra tout de suite de créer un réseau de professionnels. Pourquoi je dis que c'est déterminant? Parce que ça va vous confronter à la réalité des choses. Et à partir de ce moment-là, peut-être que bah, vous pensiez que bah, vous allez peut-être réajuster ce que vous pensiez. J'ai un exemple là qui me vient, c'est une personne que j'ai accompagnée et que j'ai eu au téléphone il n'y a pas si longtemps et qui me disait, bah, finalement, dans cet accompagnement, tout m'a été utile bien sûr, mais il y a eu un élément déterminant, c'est ces enquêtes métiers. Parce qu'elle me dit, bah, je me suis forcé à créer un réseau professionnel. C'était pas dans ma nature. J'ai pris contact avec des gens. J'ai rencontré des gens formidables. C'est devenu bah, des gens que je peux côtoyer maintenant. Ils m'ont donné des tuyaux. Ils m'ont donné des informations. Ils m'ont mis en relation avec d'autres personnes. Et c'est grâce à ça que j'ai pu progressivement ben, m'installer en Israël et puis développer ces contacts professionnels et enrichir mon projet. Donc c'est pour ça que je dis, voilà, pour moi, c'est vraiment aussi un élément qui va être déterminant. Parce que quand on part, on peut être aussi vite seul. Et ça, il faut éviter hein, d'être seul, hein. C'est bien le principe. Alors, pour conclure, euh, je travaille donc avec cette méthode F3P. À la fin, eh ben, vous aurez une matrice qui va ressembler à ça, où vous aurez ici bah, qui vous êtes aujourd'hui. Vos aptitudes, c'est-à-dire un résumé de votre profil de personnalité, un résumé ici de vos compétences clés, de vos motivations, de votre chemin de progression ici. Et ici, vous voyez les trois projets qui vont être ici identifiés de façon synthétique. Donc, vous aurez votre matrice bilan de compétences à l'issue du bilan. Pourquoi? Parce qu'en fait, grâce à cette méthode,
eh bien, on a accès à une plateforme, hein, la plateforme F3P. Donc, tout ce qu'on fera sera en ligne et vous aurez sur cette plateforme, avec un code d'accès personnalisé, des supports pédagogiques, le questionnaire, des informations sur des métiers, sur le marché de l'emploi, etc. Bien sûr en France, mais on extrapolera sur le marché israélien. Voilà, ça c'est la plateforme donc on travaille en ligne. Vous l'aurez compris, hein, faire le bilan de compétences, plutôt vous le faites, mieux c'est. On clarifie son profil, on s'inscrit dans un plan d'action cohérent, on part confiant, et ça, c'est la clé quand même de la réussite. Voilà, si vous souhaitez en savoir plus, eh bien, vous pouvez flasher ce QR code et je répondrai à toutes vos questions avec plaisir.